Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Face au Business. Le FESPACO est l'un des événements majeurs qui valorise les cinéastes africains. Alors, de ce que nous voyons, est-ce que le cinéma africain évolue-t-il vraiment? Est-ce que ce secteur est-il rentable? Est-ce qu'on a le même niveau d'évolution avec les autres industries qu'on connaît comme Nollywood, Hollywood? Nous allons le savoir dans ce numéro de Face au Business. Et pour ce faire, nous avons invité sur notre plateau M. Omar Dagnon, qui est producteur, réalisateur et scénariste. Soyez le bienvenu. Merci. Sur notre plateau, nous sommes aussi avec Kadi Traoré. Elle est réalisatrice de cinéma, elle était actrice et maintenant réalisatrice. Soyez la bienvenue. Merci. Sur ce plateau, nous sommes avec un acteur qui n'est pas seulement acteur, il est aussi cascadeur. Alors, Moïse Atiemtore, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Sans plus tarder, vous allez présenter vos différentes structures. Wati Film. Wati Film, c'est vrai qu'on m'a plus connu avec Troisième Œil Production de 2019 à 2017. Et là, j'ai décidé comme ça de revenir avec encore une autre dimension, voilà, si on peut le dire comme ça, parce qu'en termes d'originalité pour la production, donc, nous avons créé le groupe qui s'appelle Wati Group SRL, mais avec Wati Film maintenant qui est notre pôle de production cinématographique et audiovisuelle. Donc, c'est une jeune structure, mais dont les acteurs ne sont pas des jeunes, voilà, dans le milieu, qui ont de l'expérience et tout. Donc je pense que c'est à travers déjà cette production, la Wati Film, que nous avons eu le plaisir de faire le film à bout de souffle. Donc le premier film signé Wati Film. Que nous avons découvert lors du dernier FESPACO. FESPACO, voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Alors Wati Film, Wati, il y a une signification? Wati, c'est comme Wagati, voilà, mais ça se dit aussi Waati. Voilà, donc c'est-à-dire en Djoula, c'est toujours en quelque sorte le moment, oui, l'instant. Ah, d'accord. C'est comme les films du moment, les films de l'instant, Wati, d'actualité, voilà. Donc je pense que le temps, voilà, c'est tout ça qui est un peu, voilà, Wati Film. Ok, voilà. Merci pour cette présentation. Alors Kadi, présentez-nous Athéna Film. Tu l'as dit tout de suite, j'ai commencé comme actrice. Après, j'ai créé ma structure de production audiovisuelle. Athéna Film s'est créé en 2014 pour répondre à des besoins spécifiques parce qu'à l'époque, je venais de quitter l'école de cinéma, on n'avait pas de financement. Et entre collègues, on a voulu faire un film et puis on n'a pas eu de producteur. Et puis, bon, on s'est dit il fallait une structure pour porter le projet et je me suis proposée pour créer donc Athéna Film. On a fait le premier film à vendre. Ensuite, on a fait un autre conflit conjugal. Aujourd'hui, je travaille sur une série télé qui était en compétition au FESPACO qui s'appelle Femmes au foyer. D'accord. Alors, Athéna, ça a une source de motivation, une source, un déclic? Évidemment, c'est la déesse de l'art et de la science qui nous motive et qui nous galvanise. Et vous êtes entre les femmes, c'est ça? Il n'y a que des femmes dans l'équipe? Non, c'est pas une société sexiste, hein, non. Ah, okay. On est ouvert, même si on privilégie la promotion de la femme, oui. C'est vrai, mais il faut travailler aussi avec les hommes. Tout à fait, on est complémentaires, hein, exactement. qu'on le veuille ou pas. Ou bien, Alors, Moïse, acteur cascadeur, expliquez-nous un peu ce que vous faites. Bon, je vais dire d'abord, moi je suis l'électron libre sur ce plateau parce que je suis acteur cascadeur, je n'ai pas de structure en tant que telle. Oui. Voilà, je pense également, j'ai eu à travailler avec Dagnon sur le film À bout de souffle récemment et puis on a été en compétition au FESPACO et du FESPACO également on s'est baladé, on est parti à Bobo Dioulasso, le mini FESPACO de Bobo. Ben, Kadi, voilà, j'ai jamais travaillé avec elle, mais je pense que ça va venir. Il y aura peut-être une production qui serait carrément acteur dans son film. En tout cas, je rêve de ça. Ben, écoutez, moi, je suis un passionné du cinéma. J'ai commencé une formation à Abidjan en 2009 en tant qu'acteur et cascadeur. J'ai eu la chance de rencontrer des frères, les frères Lamine, que je salue au passage. Franchement, s'ils regardent cette émission, je leur fais un coucou. Oui. Voilà, c'est eux qui m'ont, je vais dire quoi, qui m'ont transmis les gènes, qui ont réveillé la bête en moi, en fait, ce que je vais dire, qui ont créé l'engouement, cette envie de faire le cinéma et puis le cinéma d'action. Voilà, j'aime le cinéma d'action, mais pas que le cinéma d'action, mais j'adore le cinéma d'action parce que c'est eux qui m'ont appris plein de choses. Les bases, les bases en quelque sorte, genre comment
bah, je vais le dire entre guillemets, de maniement des arts, mais c'est pour le cinéma. Oui. C'est pas, voilà, faut pas que les gens vont interpréter les choses, quoi. Voilà. Oui. Donc on a appris également les chorégraphies de combat, cinéma, arts martiaux. voilà, les arts martiaux, et voilà, il y a pas plein de choses que j'ai appris avec eux, et aujourd'hui que j'essaie également de transmettre ici au Faso. Pourquoi pas également participer à l'édification également de ce domaine-là au Burkina Faso, dans mon pays. Merci beaucoup, Moïse. Alors, Omar, Oui. de ce côté professionnel aujourd'hui, on veut connaître le parcours académique. Le parcours académique, il faut dire que je suis titulaire d'abord d'un master en art, gestion et administration culturelle obtenu à l'université de Ouagadougou en 2006. Et après, je suis diplômé aussi de l'école de cinéma Cinécourt Canada, d'où j'ai fini ma formation en 2016 en réalisation cinéma. Et actuellement aussi, j'y suis en tant que scénariste. Et bientôt, je pense que je termine aussi les cours avec Cinécourt Canada. Tout ça, c'est dans les soucis encore, comment on appelle ça, on Être parle souvent, performant dans son on parle domaine. souvent du recyclage et tout, Oui, parce c'est que ça. le temps passe, les formations qu'on avait en 2010, bon, je me dis qu'il faut essayer d'être un peu à la page, si on peut à le fait. dire comme Les ça. renouveler, Voilà, si on les le peut. renouveler, Oui. il ne faut pas se laisser dépasser par les choses. Donc, j'essaie toujours de voir, hormis sur YouTube, sur des trucs comme ça, je m'inscris en ligne parce que pour moi, c'est compliqué d'aller m'asseoir à l'école actuellement. D'accord, Pour dire c'est que je difficile. fais... Voilà, donc, Non, mais on a les voilà. cours en ligne, donc il Donc, je facilite fais- tout. Voilà, donc voilà un peu c'est ce parcours-là. De 2006, après 2006, c'est vrai que j'ai eu à travailler dans une société de la place juste pour 6 mois. Mais quand j'étais déjà à l'université, j'ai fait 2 ans dans une société de production pendant que j'étais en 3e et 4e année. D'accord. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. Oui, oui. Moi et le cinéma ou l'audiovisuel, c'est une histoire qui date depuis 2014. Ça fait 15 ans. Oui, Et, 2004, voilà. 2019. Voilà, 15 ans. donc ça fait 15 ans et après tout ça, j'ai monté, je travaillais en freelance 2007 à 2009 et à partir de 2009 où j'ai décidé de mettre 3e production. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, je continue avec Watifilm Watifilm. maintenant. Je Oui. continue mon petit bonhomme de chemin dans le milieu. Mais avant 2004, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser dans le monde du cinéma? Il faut dire que de toute façon, j'avais dans l'âme le côté artistique, voilà, parce que avant tout, j'ai été musicien, j'ai été artiste Ah bon? rappeur. Voilà, à l'époque. Je ne savais pas ça, Kadi- on allait Kadi en avoir sait un quelque extrait. chose. On allait avoir un extrait. Ah, mais bon, ça, c'est des années un peu lycée à Bobo, Oui. avec la fièvre du hip-hop à l'époque, Oui. jusqu'à l'université. Et après, il faut dire aussi, il y avait. Moi, j'aimais tout ce qui était audiovisuel, au fait, les Oui. clips, les films aussi, le cinéma, ça me fascinait. Parce que. Après, souvent, quand on était trop petit, tu te posais la question, mais comment les gens font pour être derrière l'écran? Oui, Comme- tout à fait. Au fait, il y Souvent, avait... on a l'impression, on a Voilà. envie d'aller les retirer de Les la retirer. télé. Donc, je peux dire que nous sommes presque des enfants de la télé. Oui. Je pense que c'est ça qui a éveillé des choses en moi. Après, quand j'ai été à l'université de Ouagadougou, au départ, moi, j'étais orienté en droit. La D'accord. faculté Oui. des sciences juridiques, Oui. mais que j'ai permuté pour me retrouver d'abord en lettres modernes, où j'ai fait 2 ans en lettres modernes. Après le 2, j'ai dû faire maintenant le concours du second cycle. Oui. Pour Pour faire une aller- équivalence en quelque sorte. Voilà. Donc, concours du second cycle pour aller maintenant en art, gestion, association culturelle dans le département toujours de la faculté art et com à l'université. D'accord. Donc, là où j'ai eu la chance de commencer déjà avec les b.a.-ba de l'art, c'est-à-dire que tout ce qui est touché un peu à l'audiovisuel, à la dramaturgie, c'était vraiment, et aussi la gestion. Je pense que c'est à partir de là aussi, comment gérer une société culturelle. Oui. Comment, C'est important. voilà, donc Oui. tout ça, je ne pense pas que je suis venu comme ça, dans le milieu comme ça. Non, je suis venu avec un bagage. Mais après, comme je n'étais pas spécifiquement formé en tant que réalisateur, raison pour laquelle je suis reparti maintenant à Cinécourt Canada pour faire rien que la réalisation cinéma. Et je pense que j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Alors, Kadi, le parcours académique. Moi, j'ai fait BTS en communication. Oui. Et Donc, vous êtes dans votre monde, hein? J'ai travaillé dans une agence de communication avant de créer une structure de communication en 2010, D'accord. que j'ai par la suite abandonnée pour créer la structure Athéna Film en audiovisuel. Oui. Parce que au moment où j'étais en agence de communication, c'est la période où j'étais comédienne. Oui. J'ai joué avec Boubacar Diallo pendant longtemps.
avec Guy Désiré, pas mal de gens, avant d'avoir envie de travailler sur mes propres projets. Comme lui, j'ai aussi pris des cours en ligne, assigné cours avant d'aller à l'ISIS. En ce moment, il aurait fallu abandonner tout. Complètement. Pour quelqu'un qui avait déjà travaillé en agence, c'était difficile de se retrouver sur les bancs et tout. L'année où j'arrivais, c'était la même période où il y avait Inspecteur Rock qui finissait sa licence en réalisation. Et donc, bon, ça m'a réconfortée parce que je me suis dit, bon, je ne suis pas la seule vieille ici et tout. Parce qu'il y avait des enfants qui venaient avec le bac et tout ça. Mais c'était une bonne expérience parce que je me suis dit, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et puis voilà, j'ai fait mes 3 années et je suis sortie avec une licence en images. Et donc après que j'ai créé Athéna Film. Ah, super. Alors, avant de venir à tout ça, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le monde du cinéma? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans ce sens-là? J'habitais à l'époque à côté de la structure de Gaston Caboret. Ça ne s'appelait pas Imagine à l'époque, je ne me rappelle plus. Mais il faisait beaucoup de films, il faisait des castings. Souvent, je participais, mes parents n'acceptaient pas. Ne voulaient pas que je joue. Et j'étais mineure à l'époque. Et donc, après, une fois, j'ai fait un casting et puis mes parents ont accepté. Et ils m'ont donné ma chance. J'ai fait Jeune Branché, produit par la structure de Gaston Caboret, réalisé par Issouf Tapsoba. Et depuis ça, je n'ai plus laissé parce que c'est devenu un virus. Passion. Et donc, je continuais de faire mes études et je jouais à chaque fois qu'on faisait appel à moi. Et voilà comment, jusqu'aujourd'hui, entre-temps, même, j'ai travaillé dans la musique. Mais la première passion est revenue en force. J'ai l'impression que les deux passions se suivent, la musique et le cinéma. Mais c'est clair, tout est là. Hein. Oui, et donc, ça fait qu'aujourd'hui, même dans mes réalisations, la musique a une très grande place. Pour avoir travaillé avec beaucoup d'artistes, on ne peut pas abandonner, c'est pas possible. Les deux vont vraiment ensemble. Voilà. Alors Moïse, le parcours académique? Ok, moi, je vais dire quoi, j'ai fait lettres modernes, je pense 2 ans. Et après, j'ai arrêté. À la faculté en Côte d'Ivoire? Non, c'est pas en Côte d'Ivoire. Ça, je l'ai fait au Sénégal, à Dakar. J'ai un peu bourlingué également, Côte d'Ivoire, Sénégal et voilà, Burkina. Tu es panafricain. Voilà. En somme, je suis panafricain. D'ailleurs, même des fois, quand je m'exprime, on me demande est-ce que je suis burkinabé, quelque chose de ce genre. J'ai dit, mais voilà, c'est l'Afrique qui est en moi, quoi, en fait. C'est le fait d'avoir un peu séjourné un peu partout dans ces pays-là. Voilà, je vais dire quoi, moi j'ai commencé par le théâtre, mais ça c'était quand j'étais à l'école primaire. Et après ça, je pense, la chance m'a souri, c'était en 2009. Comme je l'ai dit précédemment, quand j'ai croisé les frères Lamine, qui sont d'origine franco-centrafricaine. Et ils sont basés en Côte d'Ivoire? Non, actuellement ils sont repartis en France. Voilà, donc moi je suis arrivé au Burkina en 2012, je crois, c'est après la dernière crise ivoirienne. Voilà, donc nous, on a eu la formation, je crois. Déjà, après la formation, on devait tourner. Voilà, maintenant, au moment où on a commencé à tourner, et paf, voilà la crise qui a commencé. Mais comme on dit, en 2010 que la crise a commencé, puisque nous, on était dans l'action. On tenait des armes, les tenues, les uniformes et tout, on ne pouvait pas le faire. Il fallait éviter les confusions. Il fallait éviter les confusions, donc du coup, voilà, le projet a été mis en stand-by. Maintenant, le grand frère est venu à Ouaga et puis le petit frère est reparti en France. C'est après la crise que moi je suis arrivé au Burkina et quand on est arrivé, ils ont créé une structure, Maclams Bros. C'est depuis même la Côte d'Ivoire qu'ils ont créé leur boîte. Maintenant, ils voulaient un personnel, des gens avec qui ils vont travailler. Et moi, je suis venu et quand moi je m'occupais plus du secteur artistique. C'est moi je m'occupais de la formation des acteurs. Et voilà. Donc, je pense que c'est après ça, j'ai participé à quelques tournages de films, mais des films qui ne sont pas très connus. Voilà. Je vais dire, j'étais un peu à l'ombre. Voilà, je pense que c'est après, il y avait la série Zogona qu'on a eu à tourner avec Zadito. C'était en 2014, je crois, qu'on a eu à tourner la série Zogona. Zadito de la Côte d'Ivoire? De la Côte d'Ivoire, voilà, c'est lui qui était réalisateur. On a fait Zadito, on a fait Zogona. Après Zogona, je pense qu'on a fait le dernier tir avec le jeune réalisateur Abdul Bagué, que je salue également au passage. Je pense que voilà, après il y a eu d'autres films qui n'ont pas eu du succès, quoi, qui n'ont pas été, franchement, qui n'ont pas été, comme on le disait tantôt, il faut produire dans la masse pour qu'il y ait des films qui sortent du lot. Voilà. Donc, je pense que c'est quand également j'ai tourné avec Omar Kaboré. On a fait une série, Les Nouvelles de la Cité, mais la série n'est pas encore sortie. Je pense que c'est après ça j'ai croisé Dagnon à Série. Et voilà, je pense que cette rencontre
n'était pas fortuite parce qu'il m'a permis aujourd'hui, parce qu'on a eu à discuter pendant série, il m'a dit j'ai vu quelques trucs que tu as eu à faire, je pense que tu as du potentiel et moi je prépare un film. Je pense que quand ça sera prêt, je vais t'appeler. C'est un détecteur de talent. Voilà, en tout cas, franchement, il a l'œil, c'est un détecteur de talent. Moi, je le remercie beaucoup parce qu'il est là. Franchement, il y a des talents au Burkina. Il y a des jeunes qui sont dans l'ombre parce qu'ils n'ont pas encore eu la chance de tourner dans un film qui va les lancer. Je pense que Dagnon, il a l'œil. Il a vu tout de suite, il m'a dit non, le jeune là, je pense qu'il a quelque chose. Et il m'a appelé, on a discuté longuement dans son bureau. Et après, paf, au départ, quand on devait tourner à bout de souffle, je ne devais pas jouer le rôle de Coolio. Mais après, il a regardé, il a étudié, il a dit non, je pense qu'il peut le faire. Mais les gens ont vraiment aimé le rôle. Parce que... Voilà. Donc, du coup, il m'a donné cette opportunité et puis j'ai dit qu'il fallait la saisir. Et du coup, le fait donc également... c'est toi Coolio, je vois maintenant. C'est lui côté du grand Issa Kassawa. Issa Kassawa, le maestro, un acteur de classe mondiale que je vois franchement... Moi, ça a été... J'ai appris à ses côtés. Et puis, c'était une production où tout le monde a appris, que tu sois comédien ou technicien, franchement. Ou maquilleuse. Maquilleuse, voilà. Tout le monde a appris sur ce plateau. Et c'était formidable. Merci beaucoup. Alors, Oumar Dagnon, tout ce bagage-là, quels sont les moments inoubliables qui t'ont marqué toi-même en tant que producteur, réalisateur? Les moments inoubliables, il faut dire que le premier bébé, on ne l'oublie jamais. Donc, c'est le premier film d'abord avec... tout ce qu'on a vécu comme émotion sur ce plateau, parce que ce n'était pas évident d'abord qu'on puisse le faire. On était parti pour faire une série à l'époque qui devait s'intituler Multiprise. On a commencé à tourner sans budget. À un moment, on était essoufflé. Après, on a laissé tomber. Après, il ne faut pas laisser dormir les roches parce que c'était un défi. Donc voilà, on a colmaté quelque chose. On a fait sortir qui s'appelle Au Royaume des Infidèles, qui c'était le premier film en 2012. C'est vrai qu'à la sortie, c'était dans le milieu professionnel, oui, il y avait pas mal de critiques, mais chose bizarre quand même, le film a été bien accueilli par le public. Donc sur ce côté déjà, le fait que le film ait marché, et moi ça m'a beaucoup marqué. Je pense que et ça a donné aussi, ça m'a poussé à faire d'autres films, parce que je pense que pour essayer de taire même les critiques, pour moi, je les prenais bien parce que ça me faisait rigoler quelque part. C'est pour ça on ne s'est pas endormi tout de suite. On avait un scénario qu'on développait rien qu'en long métrage et que nous avons, en 2012 toujours, nous avons tourné ce long métrage grâce déjà aux recettes aussi qu'on avait eues à travers Au Royaume des Infidèles. Donc ça permettait quelque part de gérer la régie et tout. Donc nous avons lancé ce film et après le film a été retenu au FESPACO 2013 en compétition officielle dans la catégorie TV vidéo long métrage, parce qu'à l'époque il y avait les 35 mm et puis les formats des 35 voilà, et puis les numériques. Donc tout ce qui était numérique était balancé dans la catégorie TV vidéo. Et donc déjà c'était une surprise, les gens demandaient mais attends, mais après quand les professionnels ont vu, je pense que tout est parti de là, à partir du film Le Piège de la Passion, j'ai été accepté tout de suite et maintenant on a vu qu'en réalité il avait les capacités. Donc c'est pour dire que c'est des moments qui m'ont marqué. Après aussi je pense que l'un des moments les plus importants, pas en tant que producteur forcément, mais toujours dans l'apprentissage en tant que réalisateur, le moment qui m'a plus marqué encore, c'était la formidable expérience vécue en Guyane avec l'équipe de Endemol Chan de Canal+, sur une grosse production française quand même, sur une série aussi, une grosse série. Je pense que ça m'a permis aussi de voir autrement les choses et rien qu'à voir à bout de souffle, je pense que quand même... il y a eu du chemin, il y a eu beaucoup de choses quand même qui ne sont plus les mêmes, quoi. C'est plus comme avant. Et d'où viennent tes titres? Ce sont des réalités terre à terre, à côté, que tu regardes, ou bien les inspirations, les titres viennent d'où? Bon, si on part dans le contexte d'un film populaire, je pense que c'est des faits divers, c'est des faits de société, c'est des choses qui se passent tous les jours, parce que il faut dire que les Burkinabés aiment se voir à l'écran. Dire qu'ils aiment se voir à l'écran, ça veut dire quoi? C'est de se sentir concerné par des histoires qui sont à l'écran. Donc souvent, il ne faut pas aller chercher loin. Quand tu me prends pour qui, par exemple, qui parle des histoires de les micmacs lors des fêtes de fin d'année et tout. Ça, ce sont des réalités qui sont là. Donc moi, en même temps, ce sont des titres qu'il fallait chercher qui puissent accrocher les gens. Exactement. Tu me prends pour qui? La folie du millionnaire. Donc je n'allais pas très loin. C'est des stratégies aussi marketing. Pour être plus proche au fait plus proche de du public. Voilà. Mais maintenant, avec à bout de souffle qui n'est pas dans la dynamique d'un film populaire. On sent plus de fiction
À bout de souffle. À bout de souffle, Oui. c'est un film d'auteur. Oui. Et en même temps, c'est pour ça aussi le titre, il n'est pas accrocheur comme Tu me prends Oui, pour qui. oui, c'est vrai. Et le film, il est plus philosophique. Oui. Il cache beaucoup de choses aussi à l'intérieur, beaucoup de non-dits, Le traitement est différent. Donc, c'est pour cette raison aussi qu'on a un titre aussi qui est assez différent. Donc, voilà un peu. Mais je pense que, bon, pour moi, je pense qu'on aura l'occasion avec Oui, par la suite des choses de on pourra bien développer. détailler. Mais c'est pour dire que non, souvent aussi, c'est vrai qu'il faut faire des films pour contenter notre public local, mais arrivé à un moment aussi, quand on a fait beaucoup de films, quand on n'est plus à présenter au public burkinabé local, il faut sortir de l'ordinaire. Il faut sortir Voilà. aussi hors du Burkina. Donc c'est ce qui m'a motivé aussi à opérer ce choix sur un bout de souffle. D'accord. Alors, Kadi, les moments inoubliables. Et je pense qu'on va parler de Ouagalov. Personnellement, j'ai adoré. Ouagalov de Guy Désiré Améogo. Oui. C'était en tout cas une expérience très enrichissante. C'était une période où j'étais en transition entre comédienne et réalisatrice. Voilà, donc je faisais ma transition. J'avais décidé de ne plus jouer dans les films parce que je voulais me consacrer à la réalisation. Okay. Quand on vient quand on est comédienne, qu'on veut passer à la réalisation, on n'est pas tout de suite accepté, surtout en tant que femme. Oui. C'est difficile. Il y a cette étiquette de comédienne qui te suit à tout moment. Oui. Donc j'avais envie de laisser ça derrière moi pour me consacrer à autre chose. Parce que quand on vous voit très souvent, on dit, ah, voici l'actrice là. Voilà. Même quand la personne devient productrice, Exactement. réalisatrice, quand on la voit, voici l'actrice. Voilà. Je ne dirais pas que ça ne m'a rien apporté parce que quand j'ai commencé mes premières productions, c'était plus facile pour moi d'avoir des partenaires que d'autres personnes. Oui, oui. Avoir un visage connu, quand on va dans une structure, c'est facile d'avoir un rendez-vous. Ce sont les avantages. En fait. C'est ça les avantages, on peut avoir très vite. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon premier film, c'est des soutiens. Oui. On n'avait pas de moyens, on était entre techniciens. On avait la passion, mais on avait 0 franc. Donc comme ça, on a eu des gens qui nous ont donné et leur maison, et leur voiture, et puis voilà, et des gens qui nous ont soutenus comme ça, ils nous ont aidés à faire ce film. Donc c'est le côté positif de la chose, on va dire. Mais donc quand Guy Désiré m'a proposé, j'ai trouvé que le scénario était tellement original. Et je voyais des émissions comme Folie, je pense, si je ne m'abuse, sur Horizon FM, où les hommes m'appellent pour dire je suis un maître temps, je cherche une femme temps. Oui, c'est vrai. Et les gens étaient tellement au sérieux autour de ça. C'était par la voix, ils ne se voyaient même pas. Oui. Donc, quand Guy a fait ce scénario, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est à peu près ce genre d'histoire. À la radio. Voilà. Et ça, c'est physiquement que tu te présentes et tous les préjugés qu'il y a autour de ces histoires-là. Oui. On n'accepte pas que une femme vienne installer une agence pour dire que elle propose des rencontres. C'est des choses qui sont fréquentes en Europe, mais pas dans notre dans notre culture, c'est différent. Oui. Et donc, j'ai trouvé l'histoire tellement belle. J'ai dit non, je ne peux pas rater ça, il faut que je joue. Donc, on a fait la première saison et puis c'était cool. On a rebelloté avec la deuxième. C'est surtout avec Saga, voilà. Et Sita Traoré. Oui. C'était génial. OK. À côté de ça, tes différentes productions, qu'est-ce qui t'a marqué de ce que tu as déjà réalisé jusqu'à aujourd'hui? À côté de ça, je dirais que la série sur laquelle je travaille actuellement m'a plus marqué que les autres productions parce que c'est un projet que je porte depuis pas mal d'années. Et j'avais le scénario, j'avais pas les moyens de réaliser, de le produire. Et donc, je me suis dit, bon, je vais prendre une séquence de la série que je vais développer en long métrage pour amener en salle. Parce qu'à l'époque, c'était la mode des films à petit budget. Oui. Et donc, j'ai pris une séquence qui s'appelait, dans l'épisode, là, s'appelait Conflit conjugal. Donc, je l'ai développé. Et j'en ai fait un long métrage qu'on a amené en salle. Oui. Et ça a été bien accueilli. On a eu 17 000 entrées, on était contents. Et avec ce long métrage, j'ai essayé de faire des extraits pour présenter à peu près comment la série va être, pour avoir une idée, pour pouvoir présenter. Et c'est tombé sur une période où Isaac Savadoro avait son projet de festival, série. Oui. Et il nous a amené tous les gens qu'on ne rêvait pas d'avoir chez nous. Ça veut dire qu'il y a des personnes
tu peux envoyer ton projet 150 000 fois, c'est aura bien pas de présenté, il n'y aura retour. jamais de Oui, retour c'est parce vrai, c'est qu'on une vient réalité. d'un pays si Oui, pauvre oui. et pas tellement connu C'est aussi. On a des aînés qui ont fait la pluie et le beau temps. Après, il y a eu la cassure. Oui, oui. Et donc, on ne connaît pas la nouvelle génération, on ne sait pas ce qu'on fait. Et lui, il a eu cette idée-là de nous amener toutes ces personnes-là. Wow. Et j'ai eu la chance de présenter mon projet de série qui a été bien accueilli. Et à partir de là, ça ne s'est plus arrêté. J'ai eu un partenaire qui a voulu travailler, qui a dit, bon, on ne te connaît pas, mais c'est bien si tu nous fais quelque chose, qu'on puisse voir à partir de 3 épisodes, on pourra peut-être voir si c'est aussi bien que la démo que tu nous as présentée, on pourra t'accompagner. Et lui, il était derrière moi, il me poussait, il disait, il faut aller, c'est des gens fiables. C'est l'occasion et tout. Franchement, Voilà. je ne cesserai jamais de lui dire merci parce que c'est à partir de ce festival que tout s'est décanté. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir des partenaires. Et comme Daniel voilà. l'a dit, les histoires qui touchent les gens, ça marche toujours. Conflit conjugal, il y a tellement de personnes qui se voient Ils dedans. se sont retrouvés dedans. Voilà, c'est ça. Dans Conflit conjugal, l'épisode qui parlait du travail des femmes, un homme qui ne voulait pas que sa femme travaille. C'est une réalité. Et donc, Oui. j'ai développé ça et beaucoup de femmes m'ont dit, on dirait que tu me connaissais quand tu as fait le film. Et donc, c'est Femmes au foyer, donc la série, parle donc du travail des femmes. Ça met en scène 5 femmes qui rêvent de faire des carrières professionnelles et aussi d'avoir une vie de foyer. Parce qu'on dit concilier les en deux, Afrique que les vie femmes privée, vie qui ont l'argent ne peuvent pas avoir de foyer. C'est des femmes qui vont dominer leur mari et tout ça. Il y a plein de préjugés autour. C'est vrai. Et donc, c'est autour de ça que la série se passe. Merci beaucoup. Moïse, les moments inoubliables. Bon, moi, je En pense tant que cascadeur. moi, je pense que c'est 2 périodes, 2 étapes. C'est d'abord Abidjan, la Côte d'Ivoire, en 2009. Et comme je l'ai dit, j'ai eu la chance de croiser les frères Lamine. Et je les ai croisés comme en fait, moi, je lisais un magazine. Et puis quand j'ai feuilleté, à la fin, je vois casting, acteur, cascadeur, un truc comme ça. Et tu vois, j'ai dit peut-être, voilà, ça, c'est quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Tu vois, là. J'ai relevé le numéro, j'ai appelé, c'est une dame, une Française, qui m'a décroché et qui m'a indiqué là où ils sont. Et je suis allé, et quand je suis allé, on m'a informé. Et après, je me suis inscrit, j'ai payé pour la formation. Et voilà, donc on a eu, je pense, carrément 6 mois, 7 mois de formation. Et franchement, c'est un pur bonheur. Moi, je pense que c'est l'élément déclencheur qui t'a beaucoup marqué. Qui m'a beaucoup marqué. Et que c'est à partir de là, aujourd'hui, je pense que tout est parti. Parce qu'à l'époque, je confondais tout, quoi, en fait. C'est-à-dire que... En fait, tu n'avais pas d'expérience. J'avais pas d'expérience, mais également, j'avais pas de modèle, j'avais pas de repère. C'est quel cinéma je veux faire. Et tu vois. Et c'est à partir de là que tout est parti. J'ai dit, maintenant, moi, voilà, il y a le cinéma, comme on le dit départ, dans notre jargon, actuellement, on dit, il y a le cinéma local, le cinéma national et le cinéma international. Voilà. Donc, tu as fait ton choix. J'ai fait mon choix. Moi, j'ai dit, franchement, c'est le cinéma international qui m'intéresse. J'aimerais évoluer en tant qu'acteur international burkinabé. Et ça va venir. Voilà. Avec l'abnégation, voilà. Ça va venir. En tout cas, ça va venir parce que Dieu merci déjà le fait d'avoir croisé, comme j'ai dit, la deuxième période, deuxième étape, c'est le fait d'avoir rencontré également le monsieur qui est là, Omar Dagnon, également, qui m'a donné cette chance. Et puis également la chance de pouvoir jouer à côté du maestro, un acteur de classe mondiale, Isaka Saodo. Une belle opportunité. Voilà, ça a été franchement une belle opportunité pour moi. Il ne fallait pas rater ça et il fallait franchement saisir cette occasion. Et le rôle était bien incarné. Voilà. Alors, ici, on est à Face au Business, on parle business. Donc, tout à l'heure, on va suivre des vidéos sur des cinéastes qui ont participé lors du FESPACO dernier. Ils ont échangé un peu sur la rentabilité et on va revenir. Vous allez donner votre point de vue. Allons-y. Voici des plateformes comme le Cinquantenaire où tous les acteurs de l'audiovisuel du cinéma se sont rencontrés. C'est là qu'ils peuvent poser des bases de réflexion pour que demain, le cinéma puisse rentrer dans la phase de l'industrialisation. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a plein de jeunes qui viennent dedans, qui ont envie de rester dedans. Mais si demain, ces jeunes-là ne peuvent pas se nourrir de ce métier-là, ils vont quitter le métier. Donc, il y a un problème d'organisation à la base, déjà. Problème de formation. Par exemple, quand vous vendez un film ici au Burkina Faso, et que la télévision burkinabé diffuse, vous pouvez voir le même film étant au Mali, étant en Côte d'Ivoire, parce que notre paysage audiovisuel n'est pas découpé. Les films se vendent par territoire.
C'est-à-dire le territoire Burkina Faso doit avoir un film pendant 1 an, 2 ans et ne sera pas en concurrence avec le territoire de la Côte d'Ivoire, ni malien, ni nigérian, donc, ni camerounais d'ailleurs. Donc voilà, ce qui fait que quand vous vendez un film, vous pouvez en tirer, vous multipliez les ventes, vous pouvez faire des petites ventes, mais multiplier les 54 pays africains et tirer vraiment un très très bon bénéfice. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que notre paysage audiovisuel, notre ciel, il est ouvert. Voilà. Nous, depuis tout petit, on a été bercés par le cinéma américain. Jusqu'à aujourd'hui, les Américains ont influencé le monde entier, même les Chinois. Mais vous allez voir que dans chaque pays, dans chaque industrie cinématographique, dans tout le monde, il y a cette particularité, cette originalité qui est locale. En Chine, vous ne verrez pas un film s'il n'y a pas de karaté, c'est pas évident. Même si le policier va être américain, blouson, mais il y a ce karaté-là. Aux États-Unis, ils font véhiculer la culture des États-Unis. Et c'est par le cinéma qu'ils ont pu nous faciliter. Je suis réalisateur, j'écris des scénarios et puis j'essaie de postuler à des résidences pour développer le scénario. Aussi, j'essaie aussi de chercher des producteurs pour qu'ils puissent trouver de l'argent avec mes scénarios. Ou bien moi aussi, je cherche des réalisateurs et prendre les scénarios et aller chercher de l'argent soit au Burkina ou ailleurs. J'ai plein de dossiers même dans les circuits de financement. Voilà. Ce serait à nous, pays africains, de s'inspirer de tout ce qui se fait ailleurs, qui serait bien, et voir si on pourrait l'adapter à nos différentes réalités. Il faut que les politiques culturelles se mettent ensemble, de mon point de vue, et réfléchissent comment, dès la base, on peut former ceux qui arrivent. Parce que la formation est essentielle. Il ne faut pas non plus venir tomber comme ça dedans et dire je suis cinéaste, ça ne marche pas. Après la formation, il y a tout un système d'organisation pour la production. Après, il faut produire des films de qualité. Tu vois, pour pouvoir les vendre, il faut que ce soit de qualité. Si tu produis, tu dis j'ai une usine de vélo et tu produis un vélo qui est un peu bancal, tu ne vas pas le vendre. Les autres, quand ils vont venir avec le vélo en forme, c'est ça qu'on va prendre. Donc, toi, la formation est vraiment la base du développement de l'audiovisuel en Afrique ici. Il faut que les politiques y croient que ça peut devenir, et de mon point de vue, ça peut amener des richesses, ça peut créer des emplois. Peut-être trouver des mécanismes pour permettre la production. Là, on aura plus de production et les gens aussi, on les intéresse pour qu'ils viennent en salle regarder les films. Un pays qui doit se protéger aussi, même, parce que je ne comprends pas pourquoi un pays a envie qu'on voit ces images à l'étranger. Donc c'est la télévision burkinabé, elle doit faire en sorte qu'elle parle à son peuple. Voilà. Ça doit se limiter, puisque même sur YouTube, on peut enlever un pays, rajouter un autre, et les radios le font déjà. Il y a même des radios ici à Ouaga, sans doute qu'on ne peut pas écouter à Bobo Dioulassou, parce que les extensions sont maîtrisées. J'habite en France, vous ne pouvez pas avoir TF1 je ne sais pas, en Allemagne, ni au Portugal, si vous n'avez pas un câbleau opérateur qui prend TF1 et qui lui reverse la redevance et qui, par ricochet, vous y retrouvez. Donc sinon, c'est pas possible. Il faut comprendre que c'est un mal qui est africain, n'est pas occidental. Les producteurs sont obligés de faire beaucoup de séries parce que la plateforme, elle existe déjà. Les chaînes de télé sont là et on n'a qu'à présenter nos œuvres. Au niveau du cinéma, c'est un peu délicat parce qu'on n'a pas assez de salles de cinéma. Dans les années 90, 80, on en avait une pléiade. Maintenant, ça a fermé. En Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays, après les premières républiques, toutes les salles ont pratiquement fermé. On n'a que 4 à 3 et tout ça. Donc, il faudrait trouver la solution. Si la montagne ne vient pas à Moïse, mais Moïse peut aller vers la montagne. Donc, aller vers ce public-là qui ne peut pas se déplacer, faire des films de bonne qualité, aller vers ce public-là, trouver les conditions dans lesquelles on pourrait leur présenter nos films et puis faire du business. Et puis après, on va voir, quand on va réhabituer les gens à revoir des films, on va installer doucement des salles et les gens vont venir voir ces films-là qu'on leur aurait proposé auparavant. Donc c'est de réfléchir, mais ce n'est pas une seule personne, c'est chaque pays de réfléchir
selon ses réalités, comment faire pour faire du business et puis en même temps profiter et surtout valoriser le patrimoine culturel de lui. Il y a du gros business dedans. Si les États savaient le business qu'il y a dans le cinéma, je pense qu'ils laisseraient un peu les histoires de quelle partie, même le président deviendra acteur, Ronald Reagan était acteur. Mais que dans 50 ans, on dise maintenant, voici l'audiovisuel et le cinéma de l'Afrique. Retour sur ce plateau de Face au Business. Alors, Omar, je retiens ceci. Oui. La qualité, la production, vendre. Alors, selon toi, est-ce que le cinéma africain est rentable? Le cinéma africain est rentable, c'est une grande question parce que l'Afrique aussi est vaste. Parce Oui. que l'Afrique aussi a beaucoup de pays. Tout à fait. C'est-à-dire on n'a pas les mêmes réalités. Oui. Et moi, je vais parler de ce que je connais. c'est-à-dire la du réalité Burkina locale, Faso, voilà. la réalité du Burkina. C'est vrai que à travers les études aussi menées sur le net, on a une idée aussi de ce que ça donne au Nigeria, Oui. par exemple. Oui. Mais pour les autres, je ne peux pas m'aventurer à ça. D'accord. Mais c'est pour dire que le cinéma, est-ce qu'on peut dire que le cinéma burkinabé est rentable? Actuellement, pour dire la vérité, je pense que c'est avec un grand nom pour le Oui. moment. C'est pas rentable comme on le veut. Comme on le veut. C'est-à-dire que même quand on fait des films qui passent en salle et tout, c'est pour ça que vous allez voir d'ailleurs sur la chaîne des gens qui se plaignent, les acteurs qui disent Oui. qu'ils sont mal payés par les producteurs, C'est qui vrai. pensent que peut-être les producteurs en ont, alors que ce sont les plus pauvres, c'est-à-dire parce que Oui. quand on va à y réfléchir, à étudier en fond, on se rend compte que c'est problématique. Je pense que tant que les mécènes, les hommes d'affaires ne vont pas essayer de s'intéresser au cinéma et de comprendre que le cinéma, c'est un produit comme tout Il faut autre. y injecter d'abord un grand fonds Un grand avant fonds de pour pouvoir tirer espérer profit. en tirer profit. Oui. Parce que tant qu'on va faire des films pour juste mettre dans nos... même au Burkina, regardez, aujourd'hui quand tu fais sortir un film, il n'y a que 2 salles pour le moment qui diffusent les films burkinabés, c'est-à-dire que tu as le ciné Neroa et le ciné Burkina. Oui. Il y a Canal Olympia, mais qui ne projette pas d'abord les films burkinabés chez eux. Donc c'est pour dire que, par exemple, même à Bobo, dans les autres provinces, c'est compliqué pour pouvoir projeter souvent. Donc, Et c'est les pour tickets sont à 1000 francs. à 1000 francs et Oui. 1000 francs. Donc, même quand tu fais au moins 20 000 entrées en salle aujourd'hui, mais attends, toute la recette que tu pourras avoir, peut-être, c'est autour de 8 millions. Oui. Est-ce que 8 millions peut faire un film de qualité, comme on le dit? C'est ça la grande question. Et si on dit que les salles aussi prennent 50% de cette recette? Oui, mais c'est vrai que les salles aussi, ils ont leurs exigences, Oui. ils prennent 50%, et nous, on paye en plus de ça la pub, après il y a les tickets, Les acteurs à affiches, payer. les acteurs, Voilà. en fait... Et quand le on- matériel à amortir. amorti. Oui. Voilà, vous voyez par exemple, quand on veut réellement faire toute une grosse production, vous voyez que si on doit injecter, ce reste que 50 millions dans un film, mais ici, tu ne pourras jamais rentabiliser Retirer, tes oui. 50 millions. Donc c'est pour dire que pour le moment, c'est vraiment déficitaire. C'est pourquoi aussi aujourd'hui on fait des films à petit budget. C'est pour ça aussi que ces films-là sont décriés souvent de par leur qualité. Parce Oui. que mais on est un public qui aime suivre nos productions. Tout à fait. Mais pour le moment, franchement, côté rentabilité, franchement, c'est pas encore arrivé, quoi, si Oui. on peut dire comme ça. D'accord. C'est-à-dire, il va falloir peut-être que il y ait plus de politique, c'est-à-dire en termes de soutien au cinéma, qu'on injecte permanemment quand même des fonds au cinéma. Et ça me rappelle la phrase de Maoula qui dit si les gens savaient le gros business dans le cinéma, Dans le même cinéma, les voilà. présidents deviendront des acteurs. Des acteurs. Donc il faudra peut-être communiquer sur l'importance du cinéma, ce que les autres industries arrivent à rapporter à leur pays, que ce soit Bollywood, que ce soit Hollywood. Oui, même prenons Nollywood à côté. Nollywood, c'est 4 milliards de dollars par an. Que ça génère le cinéma nigérien en termes de PIB. Le cinéma occupe la 2e place après le pétrole. Tout à fait. Donc vous imaginez, même au Nigeria, les gens ont compris, tous Oui. les hommes d'affaires investissent aujourd'hui dans Même le les cinéma. acteurs sont des grands hommes d'affaires. Oui, dans tout le monde dans film. investit dans le cinéma. Aujourd'hui, ils sont en train de... C'est le premier déjà à avoir un film sur Netflix qui a été Oui. acheté à 3 millions d'euros. Si ceux qui regardent l'émission, par exemple, là, tenez-vous compte que 3 millions d'euros, c'est pas moins de 1 milliard 800 millions de francs CFA Wow. pour un film. Et il y a un autre film encore plus Qui est en cours. qui a été déjà vendu, un 2e film. Et après encore ici avec de gros studios américains pour de grosses productions. Mais attendez, je pense qu'aujourd'hui il y a du potentiel au Burkina. Tout à On a fait. des acteurs de talent, on a des réalisateurs de talent, on a dans tous les corps de métier du cinéma.
Il y a des talents. Mais c'est parce que, sincèrement, pour faire un film, façon, on trim même pour pouvoir mettre le film en boîte. C'est compliqué. On ne dit pas que l'État ne fait rien. L'État, peut-être avec le FESPACO, souvent, voilà, valorise, chaque 2 ans, on injecte quelques sous. Oui. Mais ce n'est pas suffisant. Mais ça ne doit pas être aussi l'affaire de l'État seulement. Tout à fait. Il faut aussi que les privés s'investissent. Oui. C'est important. Voilà. Et ici, est-ce qu'on a développé les publicités subliminales? C'est-à-dire, dans les films américains, on entend parler de Coca-Cola, de Nike, d'Adidas, dans des films. Est-ce que si on pouvait peut-être développer ça au Burkina Faso, cela pourrait vous aider? On a plein de structures, mais qui ne font rien pour la culture. Qui n'investissent 0 franc. Même s'ils vont te donner quelque chose, c'est des panneaux publicitaires qu'on peut te donner et tu es obligé de faire les affiches toi-même pour mettre dessus. Ils n'investissent pas. Les gens ici aiment prendre l'exemple du Nigeria en disant que notre cinéma au Burkina est assisté. Ailleurs, ça génère beaucoup de millions et de milliards. Mais ils oublient que pour que ça puisse générer ça, il y a eu du boulot au départ. Il y a eu toutes ces structures-là que l'État a obligé à accompagner les artistes, à accompagner les films. Et c'est ça qui a permis d'agrandir, d'en faire une industrie. Pour arriver à une industrie, il faut quoi? Il faut que l'État aussi construise des salles, que ces salles soient à la hauteur du public qui se déplace. Oui. Ici, il le disait, on a 2 salles. Et quelle salle encore? Pitié. On n'a pas de projecteurs qui peuvent même montrer ton film tel que tu l'as réalisé. On a un problème de son dans les salles, on a un problème de salubrité dans les salles. Tu as plein de salles ici où il n'y a même pas de toilettes et rien. Nos salles dans les quartiers, c'est tellement délabré que si quelqu'un même se déplace pour voir ton film là-bas, tu as mal au cœur même pour lui, sincèrement. Parce que aller au cinéma, tout le monde a le décodeur aujourd'hui, la plupart des gens en tout cas. Oui. On peut s'asseoir chez soi et regarder. Pourquoi on va au cinéma? C'est parce qu'il y a un rêve, il y a un tout. C'est parce que c'est beau, c'est plus grand que chez toi, et le son est mieux, et l'image va paraître mieux que sur ton petit écran. Oui. Mais s'il n'y a plus ce rêve-là, et je ne vois pas pourquoi tu laisseras ton petit écran et ton confort pour aller t'emmerder dans une salle de ciné qui ne répond pas aux normes. Tout à fait. Il l'a dit, il y a Canal Olympia qui ne diffuse pas nos films. Wow. Pour le moment, j'espère que ça va venir. Oui, mais pour le moment, ils ne diffusent pas nos films. Ce sont des salles qui sont vraiment bien entretenues. Ils sont bien, mais qui ne diffusent pas nos films pour le moment. Et pourquoi? Ça, je pense que c'est le problème de l'État. Oui. Une salle ne peut pas s'installer dans un pays, ça ne peut pas se faire ailleurs, si ce n'est pas en Afrique. Une salle ne peut pas s'installer dans un pays et ne pas diffuser les films de ce pays, si merdique soit-il. Je suis désolée. Mais c'est clair, même si on critique ces films qui sont dans les salles, c'est des films qui ont, on va dire, je vais dire le terme, boucher le trou à un moment donné. Parce qu'on a nos aînés qui ont quitté la pellicule à un moment donné quand on est arrivé au numérique, qui ne veulent plus travailler en numérique parce qu'ils trouvent que c'est du cinéma dilué. Et on a eu cette pause-là, un grand vide que les jeunes ont essayé de combler. Et c'est louable d'avoir essayé de combler ce vide. Parce que pendant que les aînés ne voulaient plus travailler en numérique et qu'il n'y avait pas les moyens de travailler en pellicule, ces jeunes-là ont essayé d'utiliser le numérique pour faire des films, même si c'est de mauvaise qualité, ils ont essayé de raconter nos histoires et d'amener nos cinéphiles en salle. Et le cinéphile a suivi. Il y a des films, on a beau les critiquer, on a beau critiquer la qualité technique, on a beau critiquer le jeu des comédiens. La population se sent dedans parce que c'est des histoires qui nous ressemblent. Ça ne veut pas dire qu'en allant, elle ne se rend pas compte que la qualité n'y est pas. Elle se dit qu'en soutenant, peut-être que ça va s'améliorer. Et ces gens-là ont continué d'aller en salle. Aujourd'hui, on peut être fier de dire qu'on a des cinéphiles au Burkina. Je me rappelle, il y a 3-4 ans, j'étais en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de salle. Et toutes les salles étaient transformées en églises. Mais après, aujourd'hui, si tu y vas, je ne sais pas, il y a une salle au kilomètre carré. Ça a envahi la ville. Tout a été réveillé. Si nous, on avait la chance d'avoir ne serait-ce que 5 salles potables au Burkina, à Ouaga seulement, que Dayan sorte son film, que dans la même soirée, que son film soit dans tous les quartiers. En même temps, à Bobo, qu'on ait plusieurs salles, que toutes les populations de Bobo puissent voir le film en même temps que le lancement se fait à Ouaga, à Koudougou, à Waïgua. Tu penses qu'en une semaine, il ne va pas rentabiliser son film? C'est sûr. À Waïgua, il y a des gens qui veulent voir le film, mais ils n'ont pas envie d'aller dans les salles qui sont là parce que ça ne répond à aucune norme. Mais s'ils ont l'occasion de gagner le film piraté, ils vont le prendre. Mais tu ne peux pas te plaindre parce que tu ne fournis pas ce qu'il faut pour qu'ils puissent voir le film. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Les jeunes ont fait leur travail en faisant des films sans moyens. Il a parlé de films à petit budget. Un film à petit budget, sincèrement,
Quand on dit à petit budget, en réalité, là, ce n'est pas petit budget. C'est parce que tu as des gens qui t'aident, que tu ne comptabilises pas. Tu as toi-même qui écris ton scénario. Tu n'es pas payé en tant qu'auteur. Tu as réalisé ton film. Tu n'es pas payé en tant que réalisateur. Et je comprends pourquoi Tu utilises ta voiture. Je suis sûre sûre que tu as utilisé la voiture de ta femme. Tu as utilisé la voiture de tes beaux-parents. Tu as utilisé la voiture de tes parents. Et tu as utilisé les maisons des gens qui te connaissent, qui te soutiennent, qui t'ont donné. Si tu veux comptabiliser tout ça, ce n'est pas un film à petit budget. Oui, c'est pas un film à petit budget. Si tu veux te payer, ce n'est pas un film à petit budget. C'est ça. Si tu veux vraiment faire les choses comme il faut, peut-être que si on calcule tout ça, il est rentré dans 50 millions sans se rendre compte. Mais c'est des choses qu'on t'a données. Donc tu dis, bon, j'ai fait un film à petit budget, mais en réalité, c'est pas un petit budget. Et tu n'arrives pas à payer les comédiens comme il se doit, comme ce qu'ils méritent. Mais eux aussi, ils aiment le métier. Ils ne veulent pas être là sans rien faire. Parce que si eux aussi ne se mettent pas dans la danse, personne ne va faire de film. Il faut que chacun fasse des concessions. Moi, j'accepte de prendre mon salaire de scénariste et de réalisateur et de travailler. Le comédien aussi fait sa part en disant, son sacrifice, mon sacrifice, c'est d'accepter le cachet que tu me donnes pour pouvoir faire le film. Même si c'est pas beaucoup, sinon, si toutes ces personnes-là disent non, il faut que les moyens soient là, personne ne va tourner. Et même ceux qui sont, les exploitants qui sont là, qui attendent, il n'y aura pas de film non plus. C'est vrai. Donc je pense qu'on a beau critiquer ces films, c'est de mauvaise qualité. C'est à encourager. C'est à encourager. Oui. Comme il le disait, c'est dans beaucoup de productions que les meilleures choses vont se sortir. Et nous-mêmes, en tournant beaucoup, on se perfectionne. On essaie des choses nouvelles et on évolue aussi. On arrive à faire d'autres choses au-delà de ce qu'on imagine. Voilà. Alors Moïse? En tout cas, mais ils ont tout dit, producteurs, réalisateurs, carrément, ils ont... Et toi, en tant qu'acteur, est-ce que tu as déjà tourné dans des films de façon gratuite, en voyant la situation? Voilà. Je l'ai fait. Oui. Je l'ai fait. J'ai tourné dans des films où j'avais rien, j'avais pas de cachet, juste par passion. Oui. Je pense que des fois, c'est la passion qui nous anime. En tant que, des fois, comme elle a dit, tu es un réalisateur, toi-même, tu n'as pas de salaire, tu n'as rien. Oui. Et tu vois, des fois même, tu n'as pas de budget. Tu tournes, comment on appelle, à fond propre. Et quand je pense que toutes ces activités réduisent le chômage, c'est vraiment, je ne sais pas comment je vais expliquer. Est-ce que les grosses entreprises ne peuvent pas accompagner les acteurs, même si ne serait-ce que c'est de diffuser l'image, leur bâtiment, de façon subtile? Parce que dans les films, on a des entreprises qu'on voit, on a les stations qu'on voit, on a des marques de voitures, on a des marques d'eau, on a de l'eau qu'on boit, on a des téléphones, Pourquoi tout ce matériel, on ne peut pas les utiliser de façon à rentabiliser même la production des films? Bon, c'est ce qu'on appelle placement de produits dans les films. Voilà. Mais beaucoup de sociétés, par exemple, te diront qu'eux n'ont pas besoin de ça pour faire les publicités. Ils doivent avoir besoin de ça parce qu'il y a le côté responsabilité sociétale. C'est ça, voilà. C'est ça. Ce n'est plus de j'aime ou je n'aime pas, mais je contribue pour réduire le chômage ou créer de l'emploi. Donc, on ne doit pas avoir sur l'autre sens. Je pense que tout ça, c'est comme Kadi le disait, c'est l'État aussi qui doit beaucoup s'impliquer sur cet aspect-là. Encourager les mécènes, encourager par exemple les entreprises aussi à injecter de l'argent dans les cinémas, quitte à voir au niveau des impôts comment ils vont essayer de faire des compensations. Ça se passe dans les autres pays et ça marche très bien. Mais chez nous, pourquoi c'est pas comme ça? Et aussi, quelque part, mon cri de cœur aujourd'hui, c'est de dire, par exemple, à la télévision nationale aussi, aux autres télévisions, acheter le contenu local aussi. Ça peut participer aussi à l'économie de ce secteur-là. Parce que si vous voyez aujourd'hui, vous prenez la plupart des chaînes de télé et vous vous rendez compte que c'est des films mexicains ou des telenovelas hindous, mais qui occupent tout le temps, comment on appelle ça, l'antenne. Je suis désolé. Par exemple, mention spéciale à BF1 qui fait Faso Wood, je sais qu'il y a des plages comme ça. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir que tous les autres se mettent dans la danse, que par exemple... Il y a une synergie d'action. Que des télévisions... une télévision nationale, par exemple, ne devient pas notre concurrent en produisant aussi ses propres contenus. En ce moment, on va souffrir. Ça sera très, très, très compliqué. Donc, il y a tous ces cris de cœur là aujourd'hui. Il faut qu'on pense... c'est vrai, c'est de l'art, mais c'est en même temps aussi du business parce que tout ce beau monde qui travaille sur un film, si je prends À bout de souffle, où j'étais à peu près avec plus d'une trentaine de techniciens, plus de 100 comédiens, mais quand même... C'est énorme. On ne peut pas parler de petit budget là. Non, mais là, c'est pas à bout de souffle, c'est pas un petit budget. Donc, mais c'est pour dire que aujourd'hui, quand même,
les gens, on doit avoir un autre regard, par exemple, sur la culture, que ce soit le cinéma, la musique, ayons un autre regard. Parce que sincèrement, aujourd'hui, si vous voulez faire le point sur ce que les artistes font entrer en termes d'argent au Burkina par an, non, au Burkina même par an, parce qu'il y a beaucoup qui voyagent, qui vont travailler à l'extérieur, ou les sous-rentes et tout, mais vous allez être, c'est hallucinant. Il y a quand même, je pense qu'on peut tirer grand profit. C'est comme le sport aujourd'hui, on investit beaucoup dans le sport, mais prenez rien que le 1 tiers ou le 2 tiers de ce qu'on investit dans le sport, vous investissez dans la culture, mais vous allez voir les résultats. Aujourd'hui, tout le monde connaît les États-Unis, on dit c'est la première puissance mondiale. Même si tu n'as jamais été aux États-Unis, mais tu es convaincu de ça. Mais c'est quoi? C'est à travers les séries, c'est à travers les films américains. C'est comme ça un peu partout. Et ils continuent de nous vendre leur puissance. Parce que tout le temps, les questions d'espions et tout, ce sont les Américains qui vont régler. Mais c'est comme ça, c'est la guerre de l'imaginaire. Voilà. Si on n'a pas compris ça, je pense qu'aujourd'hui, tout développement doit se baser d'abord sur la culture. Si nous n'avons pas compris ça, ça serait très, très compliqué pour nous de nous en sortir. Et quand on parle de la culture, le cinéma, c'est la meilleure représentation quand même de notre culture. Alors, je pense que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Alors, Kadi, tu as un dernier mot. On va tout résumer. Mon dernier mot, ça va aller à l'endroit de nos chaînes de télé. D'accord. Notamment notre chaîne nationale, la RTB, qui ne paye pas nos productions. Comme il l'a dit, qui devient notre concurrent en plus. Oui. Je pense qu'elle devrait faire l'effort de payer les séries burkinabées. La RTB même devrait faire votre promotion. Nous, on a sorti Ouaga Love. Oui. Ça n'est jamais passé sur la... Et c'est récemment que ça va passer peut-être sur la RTB. Oui. La première chaîne africaine à l'avoir payée, c'était RTI. Wow. Et je ne peux pas comprendre qu'RTI puisse diffuser avant notre propre chaîne. C'est pas possible. Et ça a fait le tour du monde avant de venir on ici. L'a vu sur plusieurs Donc je chaînes, pense que au lieu de produire sa série, elle devrait prendre cet argent, produire des producteurs qui sont déjà sur le terrain, qui produisent des séries, acheter des séries. Tout à fait. Et faire même la promotion de ce qui existe déjà. Voilà. Je pense que on gagnerait tous. Je pense que Patoudem l'a dit dans son intervention, c'est-à-dire que chaque pays protège ses productions. Voilà. Il n'y a que chez nous qu'on ne protège pas nos productions. La RTB même peut acheter Ouaga Love et revendre Ouaga Love dans d'autres pays. Voilà, tu as tout dit. Alors, Moïse, un dernier mot. Moi, je pense qu'il faut structurer le domaine, le 7e art. Il faut que comédiens comme techniciens arrivent à vivre de ce métier. Parce qu'aujourd'hui, on dit, est-ce que le cinéma ne nourrit pas son homme? Il faut qu'on arrive à cela. Parce qu'aujourd'hui, des fois, quand tu vois ceux-là même, des fois, qui sont des modèles, des fois, tu vois un comédien, des fois, tu as envie de le voir, tu imagines, il y a un rêve tout autour de lui, tu dis non, il habite dans une belle maison, il a une belle voiture, mais après, demain, tu le vois sur une vieille moto en train de rouler, mais ça te donne pas envie, tu te demandes, ton rêve est brisé, tu te demandes, mais attends, mais ce métier, il y a quoi? Il était un espoir pour toi. Voilà, un espoir pour toi. Et l'espoir est perdu. Je pense qu'il faut qu'on arrive à cela. Il faut qu'on arrive à faire de telle sorte que le cinéma puisse nourrir son homme, quoi. Parce que franchement, c'est la galère. Franchement, on est à bout de souffle. C'est une réalité. Non, c'est une réalité alors. Voilà. On va boucler avec toi. Je dirais qu'aujourd'hui, souvent c'est vrai qu'on se demande est-ce que ça vaut la peine de continuer, est-ce qu'on ne va pas laisser tomber. Mais si on laisse tomber, ce n'est pas évident. Oui. Il n'y aura plus du film. Il y a cette fibre patriotique aussi qui est là. Oui, c'est ça, c'est par patriotisme. On se sent responsable quelque part. C'est ça, c'est par patriotisme, c'est par passion et on espère toujours à un meilleur lendemain qui fait que c'est ça qui nous donne la force toujours de continuer. Et parce que quand tu vois aujourd'hui dans ma structure, par exemple, l'activité qui me génère plus d'argent, c'est pas le cinéma. Par contre, le cinéma m'appauvrit plus. C'est-à-dire que... alors que c'est ce que tu veux faire réellement. Alors que c'est ce que je veux faire. Mais du coup, à côté, il y a l'institutionnel. C'est ce qu'on fait et qui génère des sous qu'on injecte encore dans les cinémas. Bref, tout pour dire que il y a de l'espoir. Aujourd'hui... Le public burkinabé aime ce qu'on fait. Le public africain même aime le cinéma burkinabé. Et aussi, tout le monde entier aujourd'hui a les yeux braqués sur l'Afrique. L'Afrique, c'est la prochaine destination. On ne peut même pas dire prochaine, c'est déjà la là. Destination. Toutes les grosses L'occupation a commencé depuis. Toutes les grosses productions veulent venir faire des films ici. Et si on s'amuse, ils vont venir encore nous prendre cette richesse-là et nous serons là encore en train de pleurer sur notre sort. Donc, tous ceux qui, je pense, que peuvent soutenir ces secteurs-là, moi, c'est un appel, franchement, un cri de cœur. Tous ceux qui peuvent nous soutenir, franchement, venez soutenir le cinéma et vous allez voir, c'est du business. On n'a pas
dit de venir donner l'argent, s'asseoir. Non, il y a du business. On investit et il y a un retour sur Investissement. Voilà, on travaille c'est le plus ensemble. important. Oui. Voilà. Alors, c'est déjà fini, ton contact. Elle va laisser un contact où vous joindre. Voilà. Moi, on peut me joindre au 76, 77, 78, 79. D'accord. Donc, voilà. Et Kadi? On peut me joindre au 78 82 83 37. Moi, je suis au 67 42 98 60, c'est en même temps mon WhatsApp, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Merci à Dagnon. Merci à Traoré. Merci pour l'invitation. Merci à Moïse. Et on espère que ces messages vont porter leurs fruits. Nous sommes à la fin de ce numéro de Faso Business. Merci à Alain et à son équipe de production. Merci à Faso Chic et à très bientôt pour un autre numéro sur la télévision BF1.